Alors, nous allons maintenant passer à l'aspect plus quantitatif et réaliser le calcul explicite de l'intensité résultante dans le cas d'une onde plane monochromatique. Donc voilà, on a initialement deux ondes planes, une onde 1 et 2, qui sont monochromatiques. Et on va s'intéresser à l'onde totale qui résulte de la superposition de ces deux ondes, donc E1 plus E2. Ce qu'on va rechercher, c'est l'intensité totale. Je vous rappelle, l'intensité, c'est un facteur multiplicatif près qu'on va noter K, la moyenne temporelle du champ total qu'on prend au carré. Ce champ total, comment on le calcule? Eh bien, c'est le champ multiplié par le produit scalaire du champ total qu'on aura conjugué. Alors, quand on exprime tout ça, ça va nous donner l'intensité totale qui va être proportionnelle à E1 plus E2 scalaire, E1 plus E2 conjugué. Donc là, eh bien, on va faire ce produit scalaire, on va distribuer les termes. On voit que ça va nous donner eh bien, E1 scalaire E1 conjugué, plus un terme qui dépend de E2 plus scalaire E2 conjugué, plus E1 scalaire E2 conjugué, plus E2 scalaire E1 conjugué. Donc on a 4 termes à considérer. Et là, eh bien, on va tout de suite pouvoir déjà reconnaître l'intensité de la première onde, I1, qui est la moyenne temporelle de E1 scalaire E1 conjugué. De même, on reconnaît I2, et il nous reste deux termes à traiter qui ont des aires de famille. Donc là, déjà à ce point-là, on peut voir que l'intensité totale, eh bien, ce ne sera pas la simple addition de l'intensité de l'onde 1 et de l'intensité de l'onde 2. On a deux termes en plus qu'il va nous falloir prendre en compte et calculer. Eh bien, on va se lancer dans ce calcul. Et là, on va faire une première approximation. On discutera ça dans le dernier slide. On va considérer ici le cas où oméga 1 est égal à oméga 2. On a des pulsations qui sont à la même fréquence qu'on va noter oméga 0. Donc, du coup, E1, eh bien, ce sera exponentielle de K1 scalaire R moins oméga 0t. Suivant le vecteur E1, E2, ce sera E2 0 exponentielle moins I K2 scalaire R moins oméga t plus un déphasage phi qui est présent, scalaire E2. Donc là, on a calculé déjà notre produit scalaire, on a pris en compte le fait qu'on avait la conjugaison, parce que vous voyez, pour E2, eh bien, on a le signe moins dans l'exponentielle complexe. Ce qui nous reste du produit scalaire initial, on le retrouve sur les orientations E1 scalaire E2 qui correspondent aux orientations initiales de nos ondes. Ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'on peut tout de suite eh bien, oublier l'aspect temporel parce que on a dans la première exponentielle complexe moins oméga 0t. Dans la deuxième exponentielle complexe, on a moins oméga 0t, donc plus oméga 0t. Les deux vont s'annuler et l'espace ne sera plus considéré. Du coup, ça va nous simplifier aussi la vie parce que quand on va faire les moyennes temporelles, eh bien, l'espace ne sera pas à prendre en compte. Ce qu'on peut faire aussi, c'est regrouper tous les termes qui dépendent de l'espace dans une seule exponentielle complexe. Donc on voit que le terme de phase qui interviendra, ce sera le produit scalaire du nombre d'ondes K1 avec le vecteur position, moins le produit scalaire du vecteur d'onde de la seconde onde, scalaire, le vecteur position, moins le déphasage initial qu'on avait. Ce qu'on peut aussi faire, eh bien, c'est remarquer que l'amplitude E1,0, ça peut être lié à IA. De même pour E2,0 qui est relié à U2, au facteur de proportionnalité K qu'on a déjà utilisé. Alors, pour finir ce calcul, on sait, comme on a une expression qui dépend plus du temps que la dépendance, le moyen âge temporel ne va pas agir sur notre résultat.
Et ce qu'on va écrire, c'est une nouvelle phase, phi, qui prend en compte eh bien, l'ensemble du terme qu'on a dans l'exponentielle imaginaire. Et avec ça, eh bien, on a l'expression suivante de E1 scalaire E2 conjugué. Ce sera proportionnel à la racine carrée des deux intensités qui sont présentes, et ça prendra en compte le déphasage phi qu'on peut avoir entre les deux ondes, et l'orientation des ondes initiales sera aussi prise en compte à travers le produit scalaire de E1 et de E2. Alors, on a mené le calcul pour le premier terme en détail. On peut procéder exactement de la même manière pour le second terme. On aura le même résultat, sauf que le terme qui sera inclus dans le déphasage verra son signe changer. Maintenant, si on veut l'intensité totale, on va ajouter tout ça, et on aura à faire la somme des deux termes croisés qu'on dispose. Dans ces deux termes croisés, on voit qu'on retrouve des deux côtés la racine carrée des deux intensités qui sont présentes. Et on voit qu'on aura aussi exponentielle de i plus exponentielle de moins i. Et là, on reconnaît l'expression d'un cosinus, plus rigoureusement de 2 fois un cosinus de phi. Donc du coup, on aboutit, quand on met tout ensemble, à l'expression suivante pour l'intensité totale, c'est la somme de I1 et de I2 plus 2 fois la racine carrée de I1, I2 multiplié par le cosinus phi multiplié par le produit scalaire E1, I2. Donc c'est la relation auquel on aboutit. C'est une relation qu'on va retrouver souvent, donc ça vaut le coup de la prendre. Et là, ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que si les polarisations initiales sont orthogonales, c'est-à-dire si la direction d'oscillation du champ 1 est perpendiculaire à la direction d'oscillation du champ 2, on n'aura pas d'interférence parce que le produit scalaire E1 scalaire E2, il sera nul. Donc dans ce cas-là, l'intensité totale, c'est bien la somme des deux intensités qui existent. C'est comme si les deux ondes ne se voyaient pas. Maintenant, si les polarisations sont parallèles, c'est-à-dire que si les deux champs sont orientés suivant la même direction, dans ce cas-là, E1 scalaire E2, il vaudra 1, et IM verra une interférence qui sera prononcée. Là, on est dans le cas, on va dire, optimum, pour avoir le facteur croisé qui soit le plus élevé possible. Donc on reviendra sur ça à travers notamment le paramètre caractéristique et le contraste. Et pour terminer, si vous vous rappelez, j'avais fait un moment du calcul l'hypothèse que mes deux fréquences étaient égales, c'est-à-dire que oméga 1 était égal à oméga 2 égal à oméga 0. Si maintenant je considère deux ondes qui ont des fréquences différentes, c'est-à-dire là, maintenant je considère que oméga 1 est différent de oméga 2, eh bien, dans ce cas-là, quand je vais calculer mon terme croisé, je vais conserver ma dépendance temporelle. Donc j'aurai un terme exponentiel de moins i, oméga 1 moins oméga 2 fois le temps, qui sera présent. Et rappelez-vous, quand on calcule l'intensité, on fait la moyenne temporelle de notre produit scalaire. Donc j'aurai à considérer la moyenne temporelle de l'exponentielle moins i oméga 1 moins oméga 2 fois t. Or cette moyenne temporelle, donc ça vous pourrez le vérifier par vous-même, elle est nulle si oméga 1 et oméga 2 sont différents. Donc du coup, mon terme croisé qui donne naissance aux interférences, il sera nul, et dans ce cas-là, mon intensité totale, ce sera la somme des deux intensités. J'aurai aucune interférence qui peut être observée si mes deux ondes ont des fréquences qui sont différentes.